Bonjour Benoît Hamon, bienvenue. Vous êtes depuis 2 mois donc le directeur général de Singa Global. Alors c'est un peu court pour un bilan, mais en revanche, vos premières impressions, vous diriez quoi ? Alors je dirais que c'est d'abord une très belle marque, Singa. Un peu tout le monde en parle et tout le monde y associe ce qui dans la période est assez précieux, des images positives. Ce sont des impacts, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Smart Impact, oui. Des impacts qui sont réels. Il faut savoir, par exemple, dans les incubateurs de Singa, on en a 8 en Europe, l'espérance de vie des entreprises qui sont créées par nos incubateurs, 60% d'entre elles sont toujours vivantes au bout de 3 ans, ce qui montre des résultats qui sont des résultats très bons par rapport à ce qu'on peut observer en moyenne ailleurs. Et c'est surtout, finalement, un langage de la preuve que pratique Singa, qui est de démontrer que finalement l'inclusion, ça fabrique l'innovation. Oui. Et l'innovation, avec des personnes migrantes, des personnes réfugiées, ça fabriquera aussi des sociétés qui sont plus cohérentes, plus soudées, plus fraternelles. Oui. Et c'est ce langage de la preuve, moi, qui m'intéressait quand j'ai rejoint Singa Global et que je constate partout, à Berlin, à Zurich, à Bruxelles ou à Paris, dans les incubateurs que nous créons et avec les entrepreneurs qu'on accueille. Oui. C'est une façon de faire de la politique autrement ? Oui, en tout cas, il y a une continuité, il n'y a pas de grand saut dans le vide où j'aurais l'impression de faire radicalement autre chose. Un des objectifs de Singa, c'est de changer le regard des sociétés accueillantes sur ces personnes qui migrent. C'est de révéler le potentiel de ces femmes et ces hommes et de ne pas les réduire à leur trajectoire migratoire. D'ailleurs, dans la manière dont on parle des migrations, on dit les migrants, comme si une personne se réduisait à ces quelques mois, parfois c'est plus long, ça peut être plusieurs années, qu'elle a passé sur la route, exilée de force souvent, contre son gré, avant d'arriver chez nous. Derrière, il y a des enseignants, il y a des artisans, il y a, que sais-je encore, des chefs d'entreprise qui ont un potentiel indiscutable. Et si ce potentiel est révélé, c'est une chance incroyable pour les sociétés d'accueil. En disant cela, je sais que spontanément, ça heurte des idées majoritaires dans la société française. Pourtant, je vous redonne des chiffres, même si ces chiffres ne convaincront pas à eux tout seuls ceux qui résistent à cette idée. 43% des créateurs d'entreprises de tech en Allemagne sont des personnes réfugiées ou migrantes. 50% des licornes américaines, donc valorisées à plus de 1 milliard d'euros, ont été créées par des immigrés aux États-Unis. Ouais. Ça veut donc dire que... Oui, dans le classement de Forbes, là, les 500 fortunes, c'est 43%, je crois, qui ont été fondées ou confondées par des immigrés de première ou deuxième génération. Ce qui montre que le pari de l'inclusion ou de l'inclusivité, plus on est inclusif, plus ça fabrique de l'innovation et plus on trouve des solutions. Et il me semble, au moment où on est à la COP26, qu'au moment où on essaie de convoquer tous les génies scientifiques, technologiques de la planète pour lutter contre le réchauffement, voire nous adapter aux conséquences d'un réchauffement à plus de 2 degrés, faire le pari de l'innovation par l'inclusion, ça me paraît un bon pari aujourd'hui pour une société comme la France et comme pour les sociétés accueillantes au général. Mais vous le disiez, ce sont des idées qui vont peut-être à rebours de cette espèce de courant qui et même si on est je sais que vous vous êtes retiré de la vie politique, mais de cette campagne électorale qui, comme malheureusement les précédentes, fait de l'immigré le bouc émissaire, quoi. C'est quand même on se dit, est-ce qu'on vivra un jour une campagne électorale qui partira pas sur ce postulat? Il faudra aller en Allemagne. La dernière élection en Allemagne n'a absolument pas traité comme question centrale le sujet de l'immigration, en dépit du fait que Mme Merkel a accueilli 1 million de Syriens. Donc il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ce pays, au point qu'on en est arrivé à réviser notre propre histoire, à réhabiliter Pétain. Donc il y a quelque chose d'assez sordide, de nauséeux, de nauséabond. Dont acte, ça occupe beaucoup l'espace, une partie de l'espace médiatique. Moi, ce que je vois, c'est que, fort heureusement, dans la société française, l'inclusion, ça marche. Faut savoir qu'un des beaux programmes de Singa, c'est le programme J'accueille, qui permet à des personnes réfugiées de pouvoir être accueillies chez un citoyen. Là encore, on est en train de proposer au gouvernement de faire un contrat à impact social avec eux pour améliorer encore les résultats de ce programme J'accueille. J'accueille, sachez-le, pour une personne réfugiée qui va donc être hébergée chez un citoyen français, c'est 4,5 fois plus de chances de trouver un emploi que si elle était en hébergement collectif. C'est 6 fois plus de chances d'avoir un logement stable à la fin. Et en plus, ça fait faire des économies de 7,5 € à peu près euros par jour et par réfugié à l'État. Donc,
bon, on a donc une société qui s'engage, qui trouve des solutions, qui innove. Ça marche. Et je préfère ce monde-là un peu plus positif et bienveillant à celui de Rioufol qui reçoit Renaud Camus. Voilà, oui, le théoricien, je mets des guillemets, du grand remplacement. Dont il faut rappeler que c'est au nom de cette théorie qu'un assassin a tué près de 50 musulmans à Christchurch. Bon, bref, on va pas. Mais bon, voilà, on a bien compris que c'était une façon de faire de la politique, finalement, votre engagement. En tout cas, c'est une façon de prolonger un engagement. Oui, on l'a bien compris. Singa, c'est une communauté, 50 000 membres présents dans 17 villes dans 7 pays, avec un certain nombre d'actions. Vous l'avez évoqué, accès à la culture, à l'emploi, à la formation, au logement. Je voudrais faire un focus sur l'accès à l'emploi. On est sur une chaîne économique. Est-ce que vous avez noué des partenariats avec des entreprises françaises? Comment réagissent les entreprises françaises face à cet objectif finalement vous voyez ce que je veux dire, d'intégrer et de faire de l'immigration une chance? Comment ça se passe? Je vais vous dire, il y a un paradoxe. Ouais. C'est que nos partenaires sont souvent européens, voire même anglo-saxons, américains, financiers. Ouais. Nous sommes une entreprise sociale et organisation citoyenne qui a pour l'essentiel des bailleurs privés et pas publics, et assez peu français. Singa, c'est une entreprise sociale extrêmement innovante, récompensée pour son programme J'accueille à plusieurs reprises pour les entreprises qui sortent de ces incubateurs. On récompensait récemment Carbone Mobile, qui est le premier smartphone intégralement en fibre de carbone, récompensé par Singa en Allemagne. Donc on est une entreprise récompensée, française, récompensée ailleurs, et avec peu de partenaires français. On va, pour justement permettre le changement d'échelle que l'on souhaite, se tourner notamment vers les acteurs français, les grands groupes qui avaient pris position en juin dernier dans une tribune d'un journal du dimanche, en faveur de l'inclusion comme facteur de cohésion des sociétés et d'innovation, pour leur dire, écoutez, on a une grande entreprise sociale française qui innove, qui a des résultats. Ce serait curieux quand même qu'on n'ait pas un seul partenaire français pour nous aider à ce changement d'échelle. C'est dans le cadre de la levée de fonds qui est en cours, c'est encore autre chose. C'est dans le cadre évidemment d'une levée de fonds qui va nous permettre de financer notre changement d'échelle, c'est-à-dire développer davantage d'incubateurs, on a besoin de davantage d'accélérateurs, et puis surtout en lien effectivement avec le fonds à impact que nous sommes en train de créer, qui est piloté par le fondateur de Singa, qui s'appelle Guillaume Capel, et qui pilote donc la création d'un fonds de 100 millions d'euros. On est en négociation aujourd'hui avec le Fonds européen d'investissement. On espère beaucoup que la BPI nous suivra et ensuite des souscripteurs privés. Le but, c'est que certaines des entreprises qui sortent de nos incubateurs et accélérateurs, qui ont besoin davantage de fonds cette fois-ci pour se développer, parce qu'elles ont des clients, parce qu'elles peuvent gagner de nouveaux territoires, qu'elles aient un fonds à impact qui vienne les soutenir. C'est notre objectif, c'est un peu à côté de Singa, ça s'appellera Singa Ventures, et c'est un des projets sur lesquels nous travaillons beaucoup. Et c'est là que vous attendez un grand groupe français, au moins? Au moins, j'espère qu'ils seront au rendez-vous, parce qu'ils sont nombreux à parler d'impact, notamment au moment de la COP26. Ici, ils le font souvent. Et j'espère qu'ils seront au rendez-vous, en fond de fond, ou sous une forme ou sous une autre. Mais j'espère aussi qu'ils seront au rendez-vous de ce que nous faisons très concrètement, c'est-à-dire du développement de Singa Global. C'est un vrai enjeu pour nous de continuer à nous développer, peut-être sur le bassin méditerranéen. On est aujourd'hui le réseau numéro 1 en Europe pour l'accompagnement des personnes réfugiées vers l'entrepreneuriat, numéro 1. Ce serait bien, et c'est un de nos objectifs, qu'on se développe sur le bassin méditerranéen, parce qu'on oublie souvent que les sociétés de départ sont aussi des sociétés d'accueil. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte sont des lieux dans lesquels beaucoup de personnes migrantes arrivent et ne quitteront pas ces pays-là. On a envie aussi de se développer de ce côté-là de la Méditerranée. Oui. Singa, je l'ai dit, c'est une communauté. Vous avez évoqué les incubateurs, 8 incubateurs qui ont accompagné plus de 300 startups en 5 ans. Comment vous expliquez que les migrants, je vais reprendre ce terme, créent souvent leur propre emploi? Est-ce que c'est parce que le tissu économique leur fait pas de place? Comment vous l'expliquez? Il y a beaucoup de ça. L'OCDE nous caractérise, en tout cas caractérise la France comme un des pays dans lesquels le taux d'emploi entre les personnes étrangères, migrantes, réfugiées et les nationaux est le plus important. C'est-à-dire qu'on a le décalage entre l'un et l'autre. Le gap entre les deux. Et on a un vrai sujet de discrimination systémique, en quelque sorte, qui nous empêche encore aujourd'hui d'être une nation véritablement, ou un pays ou une économie véritablement inclusive. Il y a des progrès dans certains secteurs, dans certains groupes qui ont ce souci aujourd'hui de l'inclusivité, qui ont compris tous les enjeux qu'il y avait, y compris dans la qualité des prises de décision, la performance de leur propre entreprise, mais n'en demeure pas moins que si on fait des moyennes, on est moins bon qu'ailleurs en Europe.
Donc, le réflexe, c'est quand il est difficile pour vous de trouver une formation, de trouver un emploi qui correspond à votre formation, c'est souvent de créer votre entreprise. Alors, on en trouvera assez naturellement au début dans le domaine de la restauration, parce qu'il est parfois assez simple de se dire, on va faire avec la gastronomie un moyen de pouvoir s'en sortir, mais en réalité aujourd'hui, dans le domaine de la santé, dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine de la mode, dans à peu près tous les domaines, dans le recyclage, dans l'écologie, on a parmi les 317 à peu près startups qui sont sortis des incubateurs et accélérateurs de Singa, des entreprises qui marchent très très bien, qui emploient, qui génèrent du chiffre d'affaires et donc des résultats économiques qui profitent à tout le monde. C'est ça le langage de la preuve, c'est de montrer que plutôt que de donner des grands chiffres, ces entreprises, elles s'insèrent, elles s'intègrent parfaitement dans le tissu économique et social. Mais est-ce qu'on se retrouve aussi parfois avec, et je mets aucun jugement de valeur là-dedans, mais avec un ingénieur ou un médecin qui se retrouve à devenir cuistot parce que c'est plus... Vous voyez ce que je veux dire? Comment les talents, comment on passe, nous, société, à côté de certains vrais talents, quoi. Vous avez peut-être en tête cette image du ministre des Communications afghan qui était des livreurs, je crois, des Deliveroo en Allemagne. Il y a évidemment... Pour beaucoup, on passe complètement à côté du potentiel qui est celui de ces personnes-là. On ne le révèle pas et on ne cherche même pas à le révéler. On se contente de voir l'immigration comme un problème, comme d'ailleurs une difficulté supplémentaire qui naîtra du réchauffement climatique. On parle du fléau du réchauffement climatique auquel on annonce que derrière, il y aura en plus les réfugiés climatiques. Tout n'est vu comme un problème. Nous voyons l'immigration comme une opportunité et puis nous posons une réalité qui est difficile à entendre, je sais bien, mais l'immigration, ça a existé de tout temps. Ça n'est ni plus rapide, ni plus massif aujourd'hui que ça ne l'a été en proportion des populations. C'est souvent des migrations qui ne nous concernent pas, les mouvements migratoires. Elles concernent d'abord des continents comme l'Afrique, l'Asie. Mais c'est surtout que c'est aussi vrai que la Terre est ronde. On n'arrêtera pas les migrations, pas plus qu'on fera de la planète, pour le coup, qu'on veuille que la Terre soit plate un jour. Ça n'est pas possible. Donc, comment tire-t-on le meilleur parti de cela, pour ceux qui arrivent ? Et puis pour nous, société accueillante, qui avons tout à gagner à ce que ce potentiel de ces femmes et ces hommes soit entièrement révélé. Mais vous l'avez évoqué, Benoît Hamon, c'est l'UNHCR qui parle des populations en exil. Aujourd'hui, on est à 80 millions de personnes, c'est 1% de la population mondiale, avec une perspective d'ici 2050 de 300 millions de populations en exil, notamment à cause du réchauffement. Donc on est en pleine COP26 où il manque la Chine et la Russie, qui sont deux des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. La Chine est en tête et de loin. Comment vous la percevez, cette COP? Est-ce que ça, déjà, ce constat de départ, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas la Russie, ça vous rend pessimiste? Il n'y a pas les dirigeants, il y a des délégations quand même. C'est vrai, vous avez raison. Et donc, heureusement que les délégations sont là. Oui, mais le symbole du dirigeant, il est pas neutre, quand même. Le symbole est loin d'être neutre. J'ai l'impression de répéter la palissade. On est au pied du mur, le monde brûle et on regarde ailleurs. Déjà, c'est Jacques Chirac. On sait qu'il n'y a plus le choix et qu'en fait, personne ne s'en sortira. Personne ne se sauvera. Même les plus riches ne s'en sortiront pas. On peut encore avoir l'espoir qu'avec la fortune, on ira trouver une zone tempérée quelque part. Mais la meilleure manière d'éviter que 300 millions de personnes soient mises sur le chemin de l'exil, parce qu'elles ne l'ont pas désiré, c'est évidemment de tout mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et engager un changement de notre modèle de développement. Ça suppose quoi? Un alignement de 3 planètes, me semble-t-il, les pouvoirs publics qui doivent prendre des engagements et les tenir et se donner les moyens avec la fiscalité, avec les budgets, avec, s'il faut, la sanction de faire en sorte que ces objectifs soient tenus. Les entreprises qui doivent changer radicalement leur manière de produire, penser leurs externalités écologiques, leurs externalités sociales. Et valoriser aussi. Évidemment. Ouais. Et puis, au-delà de leur raison d'être, vraiment, moi j'entends beaucoup d'entreprises se doter d'une raison d'être, intégrer à leur process la façon dont elles pourront justement viser la neutralité carbone, par exemple, qui est un objectif. Puis la troisième planète, ce sont les citoyens et consommateurs qui doivent eux-mêmes, on évoquait à l'instant les changements de comportement des individus par rapport à la mode, mais on doit changer notre manière de consommer. Je veux dire, le réflexe Amazon, parce qu'on peut pas, parce qu'on a la flemme d'aller à la librairie en bas ou de faire 200 mètres pour aller chercher une fringue, c'est plus possible. Et en soi, je crois aujourd'hui que si on arrive à aligner ces planètes, on aura on peut avoir des résultats. Et c'est ça qu'on attend de la COP26, c'est qu'aujourd'hui, ce
qui ressort, c'est des désaccords, des hésitations, puis surtout des engagements non tenus. C'est le plus insupportable. Oui, c'est ça c'est la question que j'allais vous poser. Que reste-t-il de la COP21 ? C'est-à-dire que la COP21, il y a une sorte d'espoir. Voilà, on a tous en tête les images de cet accord, de cette joie affichée par les chefs d'État. Qu'est-ce qu'il en reste ? Est-ce que ça a malgré tout pour vous accéléré ou amorcé un virage important ? Sur les leviers dont vous parliez. Oui, non, mais il y a indiscutablement. Maintenant, il n'y a plus un dîner où on ne parle plus d'écologie. Donc, il y a quelque chose de positif à cela. D'ailleurs, il faut encore convaincre le nombre de stratégies. Ceux qui vous disent, mais les scientifiques du GIEC, etc. Oui, voilà, mais il y a encore plein de stratégies pour résister à cela. Mais bon, c'est un fait. Le sujet, c'est comment concilier un capitalisme qui produit tant d'externalités négatives avec l'objectif de lutte contre le réchauffement. Est-ce que la finance verte y suffira ? Non. Est-ce qu'il faut, partout où on le peut, viser des modèles économiques qui soient sans doute plus démocratiques, moins lucratifs et recherchant l'intérêt général ? Je le pense aussi. Je pense qu'on a la chance, par exemple, en France, d'avoir un secteur de l'économie sociale et solidaire qui est fort, qui pèse l'équivalent de 10% du PIB, près de 2 400 000 emplois. Je pense que ce secteur-là mérite une stratégie de changement d'échelle plus forte. Ça peut faire partie des solutions pour finalement accompagner. Ce qui me semble être quand même à la tête de plusieurs entreprises est une vraie prise de conscience du fait qu'on ne peut plus continuer à produire, à distribuer des dividendes si c'est au prix d'un effondrement de la biodiversité et d'un réchauffement climatique. Je pense que quand une entreprise commence à se dire « Ok, l'objectif de distribution des dividendes est incompatible avec l'intérêt général sur le plan climatique », là, on a gagné. Mais ça commence à être le cas. On le voit ici dans cette émission, avec effectivement, voilà, après, le chemin peut être plus ou moins long, mais en tout cas, le mouvement est pris. Il y a une phrase qu'on n'entend pas souvent non plus dans les médias ou même dans cette campagne électorale, c'est que l'économie française aurait peut-être du mal à tourner sans ces hommes, ces femmes voilà, qui viennent d'ailleurs et que vous aidez à intégrer économiquement la société chez Singa. Pourquoi on l'entend jamais, ça ? Parce que... je me souviens que Bernard Tapie l'avait dit une fois dans un débat, aujourd'hui, il y a longtemps. Vous savez, il y a des dénis. On parle on a beaucoup des conservateurs aujourd'hui qui ont voix au chapitre parlent de la cancel culture parce qu'il y aurait une culture anglo-saxonne qui interdirait certains mots. Mais moi, je vois qu'il y a des mots qui sont interdits dans le débat public. Islamophobie est un mot interdit. Le fait de dire qu'aujourd'hui, nous ne fonctionnerions pas sans personnes migrantes dans certains secteurs, c'est interdit. Parler de discrimination systémique, ce serait interdit. Tout ça, ces mots-là, on les met sous le tapis. Ces réalités-là, on les met sous le tapis. Moi, je pense effectivement qu'il y a, c'est même certain, le secteur du bâtiment, sans les personnes étrangères ou d'origine étrangère, il ne fonctionnerait pas bien. Tous les secteurs, il y a plein de secteurs de l'artisanat qui auraient du mal à travailler. Le vrai sujet, c'est comment on fait en sorte que notre appareil de formation, notamment de formation professionnelle, puisse absorber ces candidatures à l'intégration et à l'inclusion, qui sont celles de ces milliers de personnes aujourd'hui qui sont condamnées à vivre dans des conditions d'une incroyable pauvreté, parfois d'une inhumanité choquante, et pour qu'elles puissent justement révéler leur potentiel, se former et travailler. Nous réfléchissons, ça fait partie de nos sujets de réflexion depuis 2 mois, depuis quelques mois à Singa, à créer un campus dans lequel on retrouverait à la fois nos incubateurs, c'est-à-dire nos savoir-faire pour faire naître des projets de start-up, de création d'entreprises, de création d'associations, mais aussi peut-être brancher les secteurs en pénurie de main-d'œuvre, qui recherchent la main-d'œuvre, avec une demande de formation qui est celle de personnes migrantes qui n'aspirent qu'à une chose, c'est trouver leur place dans la société française. Est-ce que toutes ces idées, est-ce que vous allez soutenir un candidat ou une candidate pour qui les porterait ? Ou est-ce que finalement vous dites non, je suis vraiment en retrait de la vie politique ? À titre personnel, je ne prendrai pas part à la campagne. Ouais. Je ne vous cacherai pas que si je voterais, de toute façon, je serai fidèle à ma famille politique. Vous avez toujours la carte du Parti Socialiste ? Non, d'ailleurs ? Je n'ai plus depuis maintenant plusieurs années. Ouais. Mais moi, je pense que oui, je reste fidèle à ma famille politique. Ouais. Donc, mon vote sera fidèle à ma famille. Maintenant... Singa
d'une manière ou d'une autre, avec d'autres organisations, participera à ce débat-là. Parce qu'on ne peut pas voir la question des migrations traitée comme elle l'est traitée aujourd'hui, c'est-à-dire dans la caricature, les sentiments belliqueux, la haine de l'autre, le racisme totalement décomplexé, et nous ne pas dire que ce qu'on fabrique et ce qu'on voit, que les personnes qui sont nos chefs d'entreprise illustrent l'exact contraire de la manière dont ils sont décrits sur les chaînes de télévision. Donc on mettra en avant... J'en sais rien. Par des alliances. Une campagne de communication avec des chefs d'entreprise qui posent à côté des salariés d'origine immigrée. Ça pourrait passer. On y réfléchit. On ne le fera pas tout seul. Je pense qu'il faut construire des coalitions de femmes et d'hommes qui sont courageux, qui ont envie de regarder le monde tel qu'il est, qui n'est pas très joli quand on entend... tous ces sentiments, ce ressentiment dans le débat public, et pour dire qu'on veut autre chose et qu'on assume parfaitement de dire qu'une société ouverte, ce sera toujours mieux qu'une société close, que les sociétés closes sont des sociétés qui s'éteignent. C'est aujourd'hui ce qu'on nous propose dans le débat politique souvent, que nous voulons une société ouverte. La France, elle a vocation à être une société ouverte, elle n'a pas vocation à apporter finalement une version rabougrie de la philosophie des Lumières, comme on l'entend parfois. Au contraire, un beau message au reste du monde et surtout à son propre peuple. Et moi, je suis pas si pessimiste que ça quand je vois qu'il y a près de 35 à 40% des Français qui pensent que oui, l'immigration c'est une chance pour la France. Alors c'est une minorité, mais on a envie de s'appuyer sur eux, sur ces citoyens-là, et leur proposer d'agir avec nous. Donc je ne peux pas vous dire encore sous quelle forme, mais sous une forme ou sous une autre, seul ou en coalition, nous proposerons à ces citoyens, en tout cas, de s'engager sur ces questions. Donc vous êtes en train d'y travailler. L'objectif, c'est que ce soit prêt dans les 6 mois à venir. Si on participe, en tout cas, au débat présidentiel pour éclairer le débat et interpeller les candidats, oui, ce sera à la rentrée 2022, sans doute. On vous réinvitera pour en parler. Merci beaucoup, Benoît Hamon, d'être venu nous présenter votre engagement chez Singa Global. On passe à Smart Ideas tout de suite.